Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Dossiers de l'espace. Aujourd'hui, je vous propose un sujet qui, si vous êtes comme moi, vous fait forcément rêver, à savoir le voyage interstellaire. Le début de la décennie 2010 a marqué un tournant dans l'astronomie avec la découverte des premières exoplanètes potentiellement habitables. On en recense aujourd'hui plusieurs dizaines, bien que la notion d'habitabilité soit difficile à définir. Une poignée d'entre elles se trouve même dans notre voisinage proche, à moins de 20 années-lumière du Soleil. L'exoplanète connue la plus proche de chez nous, Proxima Centauri b, dont on a parlé la semaine dernière, est elle-même une exoplanète potentiellement habitable. Elle se situe à seulement 4,2 années-lumière de notre bon vieux système solaire. Une distance négligeable à l'échelle de la galaxie, et pourtant une distance infranchissable à l'échelle de nos technologies. Le voyage vers Proxima Centauri b sera-t-il un jour possible ? Pour des sondes, voire pour des humains ? Dans quelles conditions et surtout dans quel intervalle de temps ? Faire de l'humanité une espèce multiplanétaire semble déjà un défi absolument monstrueux à relever. Coloniser Mars ou d'autres corps du système solaire demandera des efforts énormes étalés sur des décennies, voire des siècles. Qu'en est-il alors lorsqu'il s'agit de visiter ou de coloniser d'autres étoiles et les planètes qui les accompagnent ? Le voyage interstellaire n'est pour le moment qu'hypothétique. Sauf si on regarde du côté des sondes Pioneer 10 et 11, Voyager 1 et 2 et New Horizons. Ces 5 objets, bien que ce soit pas le but de leur mission, sont déjà sur des trajectoires de vol interstellaires. Mais elles mettront dans le meilleur des cas plusieurs dizaines de milliers d'années à rencontrer une nouvelle étoile, soit bien plus que la durée de vie d'un humain. Et c'est là que le bât blesse. Si l'humanité veut un jour s'étendre parmi les étoiles, il va soit falloir aller bien plus vite, soit vivre beaucoup plus longtemps. Plusieurs solutions ont été imaginées pour résoudre ce problème des distances. Il y a les approches rapides qui se penchent sur la réduction du temps de trajet pour le faire tenir sur la durée de vie d'un humain. Et de l'autre côté, les approches lentes qui se concentrent sur la survie des humains ou d'une partie d'entre eux pendant un voyage beaucoup plus lent, compté typiquement en siècles. Mais avant tout ça, on peut déjà se pencher sur le voyage interstellaire robotisé. Il est bien sûr moins contraignant que le voyage habité. Et certains, dès aujourd'hui, travaillent déjà à sa réalisation. On pense bien sûr à l'initiative Breakthrough Starshot. Ce qui rend le voyage interstellaire d'une sonde beaucoup plus abordable, c'est la possibilité de miniaturiser. Accélérer et décélérer une masse à des fractions importantes de la vitesse de la lumière demande une énergie colossale. Avec une microsonde, l'avantage est double. En faisant tenir le vaisseau dans une enveloppe de quelques grammes, on peut abaisser le coût énergétique de l'accélération à quelque chose que l'humanité est aujourd'hui capable de produire. Deuxième avantage, pas besoin de décélérer. La sonde n'est utilisée que pour réaliser un survol de sa cible, ce qui permet, encore une fois, de diminuer grandement le budget énergétique de la mission. Pour l'initiative Breakthrough Starshot, des lasers de forte puissance seraient utilisés pour accélérer des microsondes de l'ordre de quelques grammes jusqu'à une vitesse de 20% de la vitesse de la lumière. Il faudrait alors une vingtaine d'années seulement à ces sondes pour survoler Proxima du Centaure. Si l'approche des microsondes apparaît réalisable dans un futur pas trop éloigné, il en est tout autre lorsqu'on parle de vol habité. Impossible de miniaturiser un être humain et les très nombreux appareils nécessaires à la préservation de sa vie dans le milieu spatial. Un vol habité interstellaire aurait donc une masse qui se compterait au bas mot en centaines de tonnes. Et pour accélérer une telle masse à 20% de la vitesse de la lumière, il faut se lever tôt. C'est très clairement en dehors des capacités de l'espèce humaine, et encore pour très longtemps. Le voyage habité force en plus le vaisseau à emporter son propre système de propulsion. Et oui, il faut être aussi capable de freiner à l'arrivée du voyage. Et l'effort énergétique est tout aussi important que lors des phases d'accélération. Enfin, la présence à bord d'êtres humains limite les accélérations que peut supporter le vaisseau. De nombreux systèmes de propulsion qui pourraient répondre à ces besoins ont été théorisés. Il y en a tellement qu'on pourrait y dédier un dossier de l'espace.
La plupart d'entre eux font appel à l'énergie nucléaire ou à l'antimatière pour atteindre la densité énergétique nécessaire à de telles missions. Et pourtant, en résolvant l'aspect propulsion de l'équation, on ne résout qu'une toute petite partie du problème. Il faut encore faire face aux dangers du milieu interstellaire, à la santé et à la stabilité psychologique de passagers qui vont passer plusieurs dizaines d'années dans une boîte de conserve. Et bien sûr aussi à ce qu'ils vont trouver sur place. Une autre approche consiste à accepter de prendre son temps lors d'un voyage interstellaire. Cela diminue grandement les besoins énergétiques de la mission. Pour entreprendre un voyage qui dépasse la durée de vie d'un être humain, il y a deux approches. On avait déjà brièvement évoqué la possibilité de vaisseaux colonies lors du dossier de l'espace consacré aux habitats spatiaux. Il s'agirait de véritables arches, emportant plusieurs dizaines de milliers d'humains chargés de perpétuer l'espèce pendant des siècles, voire pendant les millénaires que durerait le voyage. Si cela permet de faire des économies sur la propulsion, le coût du vaisseau en lui-même est bien supérieur. Créer un écosystème fermé, capable de se perpétuer dans une bulle au sein d'un milieu extrêmement hostile, pose tout autant de problèmes qu'accélérer un petit vaisseau de 10 à 20% de la vitesse de la lumière. L'autre façon de réaliser un voyage dépassant l'espérance de vie d'un être humain est peut-être un peu plus réaliste. Depuis déjà des années, la médecine a recours à des techniques d'hypothermie thérapeutique, afin de ralentir le métabolisme humain. Cela préfigure peut-être ce qui pourrait être l'hibernation de demain. Il y a quelques années, l'entreprise SpaceWorks a livré un rapport à la NASA sur l'utilisation de l'hypothermie thérapeutique pour des voyages de plusieurs mois au sein du système solaire. Les bénéfices apparaissent immenses. Dans son étude, la société prévoit un ralentissement des métabolismes des astronautes compris entre 50 et 70%, ce qui permettrait de diminuer d'autant les ressources nécessaires à leur survie. Dans l'état de torpeur ainsi généré, les soucis de tension au sein de l'équipage pourraient aussi être oubliés. Jusqu'à présent, le record de maintien d'un patient en hypothermie thérapeutique est de 14 jours. C'est une technique qu'il faut encore largement améliorer avant de pouvoir s'en servir comme solution au vol habité. Quoi qu'il en soit, un ralentissement du métabolisme humain n'est pas suffisant pour un voyage de plusieurs centaines ou milliers d'années. Il faut pouvoir le stopper complètement. C'est-à-dire amener des corps humains à une température inférieure à moins 150 degrés. Et là, les choses se gâtent. On sait que des organismes microscopiques sont capables de rester congelés pendant des centaines d'années. Mais le corps humain est rempli d'eau. Lorsqu'il est amené à de très basses températures, des cristaux de glace se forment et détruisent les tissus organiques. Certaines solutions sont étudiées pour outrepasser ce problème, comme l'injection d'agents antigel dans les fluides corporels et la vitrification des matières organiques. On peut essayer de simplifier le problème en cryogénisant la version la plus basique d'un être humain, à savoir ovules et spermatozoïdes. C'est quelque chose qu'on sait déjà plus ou moins faire sur des périodes de quelques années. Des robots seraient alors chargés de procéder à la fécondation avant l'arrivée à destination. Pas certain par contre que les êtres ainsi créés en auraient quelque chose à faire des instructions laissées par une Terre qu'ils n'ont jamais vues. Quelle que soit l'approche choisie, le premier voyage interstellaire habité n'est pas pour demain. Il faut encore réaliser d'importants progrès dans de nombreux domaines avant même de pouvoir sérieusement envisager un tel voyage. Ce dernier sera probablement un aller simple. Il paraît improbable de déployer autant de ressources pour une simple exploration. Et le premier voyage humain sera probablement directement une tentative de colonisation. En attendant ce futur incertain, l'exploration, elle peut être laissée à des robots. Et même avant ça, au télescope. Et oui, avant de partir à la conquête des étoiles, on peut déjà essayer d'en apprendre plus sur elles. Après tout, la toute première étape du voyage interstellaire n'est-elle pas de choisir sa destination? De ce côté-là, en plus, on a de la chance. La recherche d'exoplanètes avance à grands pas, et elle devrait encore s'accélérer avec l'arrivée de nouveaux outils, comme le télescope spatial James Webb ou le télescope géant Magellan. Et si jamais on parvient à mettre la lentille sur un monde prometteur, alors les projets de type Breakthrough Starshot prendront tout leur sens. Il est quasi impossible qu'on assiste à un vol habité interstellaire de notre vivant. Il est par contre beaucoup plus probable qu'on découvre la cible privilégiée pour un tel vol. Et qui sait, peut-être que de savoir qu'une deuxième Terre nous attend, très loin, mais pas inatteignable, motivera l'espèce humaine à se dépasser pour se lancer enfin vers les étoiles.
Nous voilà déjà au bout de ce dossier de l'espace. Vous pouvez partager vos remarques et questions dans les commentaires. Je répondrai à certaines d'entre elles dans la vidéo de dimanche. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur la conquête spatiale et Star Citizen. D'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.